Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un soldat intégré dans le 40e régiment d'infanterie motorisée, rattaché à la 2e division blindée US. Avant toute chose, je tiens à remercier DG Airsoft pour son sponsor. Vous pourrez retrouver quelques répliques Seconde Guerre en suivant les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Je tiens également à remercier la petite musette pour son aide et son soutien. On reparlera de cette boutique à la fin de la vidéo. Malgré toutes les recherches que j'ai pu faire, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Elle n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Vous pourrez sans doute me contredire sur de nombreux points. Si c'est le cas, je vous invite à laisser votre avis sourcé en commentaire pour que nous puissions échanger dans la bienveillance sur vos idées. Je ne présenterai que ce que je porte pour vous éviter une vidéo qui durerait 2 heures et vous pourrez retrouver tous les éléments qui composent cette tenue dans la description avec le timing correspondant. C'est le 15 juillet 1840 que la 2e division blindée US est formée à Fort Benning en Géorgie sous le commandement du brigadier général Charles L. Scott et du colonel George S. Patton, chargé de l'entraînement. Patton dirige ses tankistes dans une série de manœuvres dans le Tennessee et en Caroline, ce qui vaut à la division le nom de Hell on Wheels, l'enfer sur roues, un titre qu'elle portera au combat de l'Afrique du Nord à Berlin. La 2e division blindée est organisée comme une division blindée lourde avec 2 régiments blindés de 4 chars moyens et 2 bataillons de chars légers de 3 compagnies chacun. Elle conserve cette organisation tout au long de la guerre. Les unités principales de la division étaient la compagnie de quartier général, le 41e régiment d'infanterie motorisée, les 66 et 67e régiments blindés, le 17e bataillon blindé du génie, le 82e bataillon blindé de reconnaissance et la 142e compagnie blindée de transmission. Le 82e bataillon blindé de reconnaissance était connu comme les yeux et les oreilles de la 2e division blindée. La 2e division blindée compte également 3 bataillons d'artillerie, les 14, 78 et 92e. D'unités de soutien, dont le 2e bataillon de maintenance, le 2e bataillon d'approvisionnement, le 48e bataillon médical blindé, ainsi qu'une fanfare et un peloton de police militaire. La division embarque en septembre 42 pour débarquer en Afrique du Nord le 8 novembre. Sous le commandement du major général Ernest N. Harmon, la division participe à la victoire aux côtés de la 1re division blindée. La division reste ensuite principalement au repos et s'entraîne en vue du débarquement en Sicile. Le major général Hugh Joseph Gaffey prend le commandement en avril 43. Le 10 juillet 1843, la division participe à son 2e débarquement en atteignant les côtes de la Sicile et ainsi participer à l'opération Husky. Elle soutient la 1re division d'infanterie, la Big Red One, lors de la bataille de Gela. Elle combat aux côtés de la 80e division aéroportée jusqu'à la capitale sicilienne, Palerme, faisant des milliers de prisonniers italiens sur le chemin. Elle retourne ensuite en Angleterre pour se reposer et renouveler son équipement, avant de préparer le débarquement en Normandie. La division s'entraîne donc jusqu'en juin 1844 et reçoit un nouveau commandant, le major général Edward H. Brooks, un ancien combattant de la Première Guerre. La 2e Armored débarque à Omaha Beach le 9 juin 1844, 3 jours après le débarquement du 6, et va combattre dans le Cotentin et forme le flanc droit lors de l'opération Cobra. Elle combat ensuite face à des divisions SS et fonce par le nord de la France et est la 1re division à atteindre, le 2 septembre, la Belgique. Elle arrive en Allemagne le 18 septembre près de Sittard et passe en position défensive. Elle lance une attaque sur la ligne Siegfried début novembre et parvient à la transpercer. Elle tenait ses positions sur la Ruhr lorsqu'elle reçut l'ordre d'aller vers le sud pour freiner l'avancée de la 5e Panzerarmee allemande. Elle combat donc dans les Ardennes dans une neige épaisse et parvient à détruire la 2e Panzer Division qui était tombée en panne de carburant à Celle. Elle fait une pause en février et franchit le Rhin le 27 mars. Les sapeurs de la division établissent d'ailleurs un nouveau record de vitesse pour construire un nouveau pont, avec un pont de 350 mètres construit en 7 heures. Au moment où elle atteint le Rhin, au nord de Düsseldorf, 2500 prisonniers sont faits, 37 chars et 265 canons sont détruits. Le 1er avril 1845, la division rejoint la 3e division blindée pour compléter l'encerclement de plus de 350 000 Allemands dans la poche de la Ruhr. Puis elle se dirige vers le nord où elle parcourt 57 km en 12 heures, tout en combattant. Elle a atteint l'Elbe le 11 avril et s'y arrête. Au cours de sa campagne entre le Rhin et l'Elbe, la division a fait 45 000 prisonniers.
La guerre s'arrête le 8 mai 1845 et la division est toujours à Schönebeck, sur le bord de l'Elbe. Elle passe alors en force d'occupation et de gouvernement militaire de la région. La deuxième armorette est choisie pour être la première division US à rentrer dans Berlin, après avoir été en Afrique du Nord, en Sicile, en France, en Belgique, Pays-Bas et enfin Allemagne. Plus de 1100 soldats sont morts au cours de ces campagnes, et 6000 Purple Heart, la décoration des blessés de guerre, ont été décernés. 9369 décorations individuelles ont été décernées, dont 2 Medal of Honor, 23 Distinguished Service Cross et 2302 Silver Stars. Bien que rattaché à la 2e division blindée, ou 2nd Armored Division, le 41e Armored Infantry Regiment était un régiment d'infanterie motorisé, disposant donc de véhicules pour accompagner la division blindée. Cela permettait aux fantassins d'épauler les blindés, surtout lors des avancées en milieu urbain ou dans le bocage, où les chars sont vite bloqués par l'absence de visibilité et de manœuvrabilité. Ainsi, l'insigne divisionnaire était celui de la 2nd Armored, mais les équipements et l'organisation étaient propres à l'infanterie. La chemise moutarde M37 est la chemise réglementaire distribuée à toute l'armée américaine pendant la Seconde Guerre. Elle était portée sous la veste de combat ou seule lors de conditions climatiques assez chaudes. Elle dispose de l'insigne divisionnaire, ici la 2nd Armored Division, sur sa manche gauche, ainsi que les grades pour les hommes du rang. Elle se ferme à l'avant par une rangée de boutons en plastique, et les versions tardives, comme celle-ci, disposent d'un rabat anti-gaz à l'intérieur. Dessous, portés autour du cou, les dog tags permettent d'identifier le soldat en cas de décès, et de voir également sa confession pour choisir le bon type de pierre tombale. La chemise moutarde servait également pour la tenue de sortie, portée avec une cravate en dessous de la veste 4 poches. Pour compléter la chemise moutarde M37, le pantalon du même nom était également réalisé en laine marron, d'où son surnom moutarde. La version présentée ici dispose également d'un rabat anti-gaz à l'intérieur sur l'avant. Le pantalon est porté avec une ceinture, d'où la présence de passants à la taille. Il n'était pas possible de porter les bretelles, les boutons à la taille étant absents. Le pantalon servait, tout comme la chemise, à la fois pour la tenue de combat, mais également pour la tenue de service, ainsi que la tenue de sortie. Le pantalon dispose de 2 poches à l'arrière et de 2 poches sur les flancs. Les chaussures de l'armée US ont évolué au fil des années. Voici la dernière version proposée, les chaussures de service de type 3, reconnaissables au fait qu'elles soient en cuir retourné, ainsi qu'avec l'absence du bourre apporté à l'avant de la chaussure. Lorsque vous achèterez vos brodequins, veillez à les teindre en marron et les protéger ensuite avec de l'imprégnite. Cela leur donnera une jolie teinte, celle d'origine étant beaucoup trop claire. Attention cependant à la taille, je fais du 43,5 et c'est ici une paire en 42, le fabricant étant un peu large sur sa prise de mesure. Des chaussettes réglementaires kaki en laine sont portées dans les chaussures. Pour imperméabiliser la chaussure et protéger les mollets de toute intrusion, que ce soit de poussière, de sable, d'eau, en petite quantité, ou de bestioles, les Américains ont décidé de distribuer des guêtres modèle 1138 à toute la troupe. Elles sont réalisées en toile solide, munies de crochets et d'œillets, dans lesquels on passe un lacet pour fixer l'ensemble. Une patte passe sous le creux du pied pour qu'elle soit bien maintenue à la cheville. Veuillez à ce que vos guêtres soient portées à l'endroit, les crochets vers l'extérieur de la jambe et tournés vers l'arrière. Les œillets doivent être à l'avant de la guêtre. La coiffure pour la tenue de service et la tenue de sortie n'était pas le casque, celui-ci étant trop contraignant à porter et à transporter dans les bâtiments. Le soldat se découvre quand il entre en intérieur. Ainsi, le bonnet de police, ou Garrison Cap, fut proposé aux soldats. Ici, c'est un modèle infanterie avec soutache bleue. Notre soldat étant d'abord dans le 41e régiment d'infanterie motorisée, avant d'être dans une division blindée. Par-dessus l'ensemble moutarde, quelques rares soldats ont pu percevoir un ensemble HBT camouflé, s'inspirant de la tenue portée dans le Pacifique par les Marines. Celui-ci est constitué d'une veste et d'un pantalon. Par-dessous, notre soldat a fait une prise de guerre avec un Walther P38 glissé dans un holster en cuir souple noir. Le Walther P38 était un des pistolets réglementaires de l'armée allemande, était chambré en 9 mm Parabellum comme son prédécesseur le Luger P08. La veste et le pantalon HBT pour Herringbone Twill avaient la même coupe que la version olive drab, distribuée à toute la troupe de manière réglementaire, avec 2 poches sur la poitrine et de grandes poches sur les cuisses. Notre soldat a choisi de porter un ceinturon de prise allemand en cuir noir avec sa boucle de la Her en fer. Elle dispose d'un camouflage d'une autre couleur à l'intérieur, mais ça n'en fait pas un ensemble réversible comme la version Pacifique. Autre différence avec la tenue USMC, il n'y a pas de marquage sur la poche gauche. La version camouflée n'a été distribuée qu'à quelques soldats de manière expérimentale. On en retrouve dans la 2e Armored, mais aussi dans la 2e division d'infanterie. Dire que cet ensemble a été retiré du service à cause du camouflage proche de celui des Allemands relève de la légende urbaine. On n'est plus sur une problématique d'approvisionnement et de fabrication.
Pour aller au combat, le casque M1 a été mis en place à partir de 1941 pour remplacer la version 1917A1 obsolète. Afin de faciliter l'intendance, il était décidé de rendre la coque en acier au manganèse en taille unique, et seul le liner ou ce casque était à la taille du soldat. Un filet de camouflage a été ajouté sur ce casque original repeint avec quelques morceaux de toile de jute, élément assez fréquent pour les combats dans le bocage normand. Le sous-casque est quant à lui après-guerre, les originaux étant fragiles, il serait dommage de les abîmer. Notre homme étant dépendant d'un régiment d'infanterie motorisée, il dispose de l'équipement minimal pour combattre. Il n'a pas besoin du havresac 1928 qui reste dans les véhicules. À la taille, un ceinturon Garand M823 permet de contenir 10 clips de M1 Garand. Ces clips contiennent 8 cartouches de 30-06. Notre soldat emporte donc 80 cartouches avec lui au combat dans le ceinturon, doté d'œillets en bas pour porter de l'équipement et d'œillets en haut pour porter le havresac ou des bretelles. Sur le côté droit, la baïonnette M1 est transportée dans un fourreau M7. Elle est également transportée sur le flanc du havresac, mais celui-ci étant absent, elle était déplacée sur le brûlage de notre soldat. Elle servait pour le combat urbain, pour tenir en respect des prisonniers et également pour aider à déminer. Elle n'est pas censée être affûtée, permettant de faire plus de dégâts lors d'une attaque contre un humain. Il s'agit ici d'une reproduction en résine souple pour rester en sécurité. Sur le côté droit, la gourde M1142 est glissée dans un car M42, l'ensemble étant contenu dans une housse modèle 1110. Sur le côté gauche, une pelle en T modèle 1110 est portée dans une housse spéciale. Certains soldats pouvaient couper le manche, celui-ci n'étant pas pratique pour marcher. Il s'agit ici d'une reproduction dont le manche a été remplacé par une barre en fer suite à une casse sur le terrain. Sur l'avant, un First Aid Kit est glissé dans une pochette modèle 1124. Le kit de premiers soins contient un bandage et peut parfois contenir de la sulfamide si l'emballage du kit est rouge. L'absence de havresac oblige notre soldat à porter un breulage M36 optionnel malgré le poids porté par le ceinturon. Sur l'anneau du breulage, côté gauche, car notre soldat est droitier et épaule à droite, une grenade à fragmentation MK2 dite Ananas. C'est ici une reproduction en 3D réaliste. Pour venir compléter l'emport un peu limité du ceinturon Garand, il était souvent vu, voire recommandé de porter une bandoulière supplémentaire, permettant de transporter 6 clips en plus, soit 48 cartouches supplémentaires. Elle est réalisée en toile légère, avec une épingle à nourrice pour permettre de réduire la longueur de la bandoulière au besoin. Les clips, pour éviter de se blesser avec les balles pointues, sont glissés dans des petits étuis en carton. Attention, ça supporte assez mal la pluie. Attention, les bandoulières seconde guerre ne comportent aucun marquage, ils apparaissent après 45. Le fusil M1 Garand est le produit de l'ingénieur John C. Garand, qui travaillait dans l'usine Springfield. Il est en semi-automatique et était alimenté par des clips de 8 cartouches, fonctionnement grâce à l'empreinte des gaz provoquée par le tir. À l'issue du tir des 8 munitions, le clip était automatiquement éjecté, et la culasse restait ouverte, permettant l'insertion d'un nouveau clip. On pouvait cependant enlever le clip en cours d'utilisation grâce à un bouton d'éjection, situé sur le côté gauche du corps. Il fut fabriqué à 4 millions d'exemplaires de 1936 à 1945 et était très apprécié des GI américains. Sa précision était bonne jusqu'à 100 mètres, mais devenait compliquée après 300 mètres. C'est pour cette raison que le Springfield M1103A4 a été gardé comme fusil pour tireurs d'élite, malgré sa cadence de tir plus faible. Cette tenue n'est valable que pour la campagne de Normandie, l'ensemble camouflé ayant été abandonné ensuite. Si notre soldat n'avait pas porté cet ensemble, il aurait pu porter la veste M41 réglementaire, qui est sans doute conservée dans le havresac 1928, laissé dans le half-track qui transporte toute la troupe. Le pantalon HBT est porté par-dessus le pantalon moutarde, mais il pouvait arriver que le pantalon moutarde ne soit pas porté par temps chaud, et le pantalon HBT est alors rentré dans les guêtres. Dans les poches de la tenue, on peut retrouver le portefeuille du soldat, son livret d'identité, des clips vides, des rations C et D, voire une ration K dans une poche du pantalon, mais aussi des chargeurs supplémentaires pour le P38 de prise. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à commenter cette vidéo, ça aidera au référencement. Je remercie Bertrand de la Petite Musette pour le soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver l'essentiel de cette tenue dans sa boutique située à 40 ans. Merci encore à DG Airsoft de sponsoriser cette vidéo. Allez voir les liens en description si vous voulez acheter des répliques seconde guerre en France. Par exemple, ce joli Colt 1111 vient de là-bas. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Sur l'anneau du brûlage, mon précieux,